Faut-il acheter ou vendre en 2023 ou plutôt attendre 2024? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, comme à chaque fois, dans ce nouvel épisode, on accueille une belle bande d'experts, de visages, de noms que vous connaissez. On retrouve Anthony Urbain. Bonjour Anthony. Bonjour. À ses côtés, on a Ken Van Petegem aussi. Bonjour Ken. Bonjour. Et puis, un gros invité aujourd'hui. Il s'appelle Eric Spitzer. C'est le directeur d'Immovlant. Bonjour Eric. Salut. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous recevoir. Comment ça va toi Anthony? Ça va super bien. Au niveau de la Wallonie, les investissements, tout se passe bien? Ça se porte bien, ça se porte bien. Bon, alors je vous sens chaud pour démarrer cette émission. On va parler des perspectives évidemment de 2023. On va aussi s'intéresser à 2024 parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu perdus. On vient de traverser une crise qui est quand même solide avec la pandémie, avec la guerre. Ça a eu des conséquences énormes, notamment sur les matières premières par exemple. Les prix ont explosé. On parle d'une augmentation de combien de pourcents? Ça dépend des matières, mais tu as des augmentations de 30-50% faciles sur certaines matières, donc ça fait mal. Ouais. Eric, cette pandémie, cette guerre, à travers ta plateforme, qu'est-ce que tu as pu observer? Alors, il y a ces deux crises différentes. Il y a la pandémie. D'abord, on a vu que les plateformes ont fermé, donc les agents immobiliers ne pouvaient plus travailler. Et après, ça a été un marché complètement irrationnel. Donc à partir de mi-2020, et puis il y a eu un deuxième lockdown, mais beaucoup plus court, début 2021, là, le marché a complètement basculé dans un marché, d'un marché de vendeurs, ce qui est rare. Okay. Aujourd'hui, on est repassé, on en reparlera sans doute, mais on est repassé, je pense, dans quelque chose de plus rationnel et de plus sain, vers de nouveau un marché d'acheteurs, où l'acheteur a plus la main, peut négocier, a plus de pouvoir. Là, on était sur quelque chose de complètement irrationnel, avec deux conséquences, une augmentation en termes de prix, parce que les gens, moi j'ai des agents immobiliers partenaires chez Immovlant qui m'ont dit, c'est dingue, j'ai vendu des biens par téléphone, sans visite. Oui, j'achète, parce qu'ils avaient raté l'une ou l'autre affaire avant. Et ils ont vendu comme ça par téléphone. Donc, on était sur quelque chose de vraiment très inédit. Au niveau de la guerre en Ukraine, c'est différent. C'est, comme l'a dit Ken, les matériaux. C'est aussi les prix de l'énergie, parce que le budget d'une maison, c'est bien d'acheter la maison ou l'appartement, mais il faut aussi la chauffer, l'éclairer, etc. Et donc, on a aussi, au niveau du budget total, un basculement là-dessus. Anthony, monsieur Chiffre, dans cette émission, les taux ont explosé. Ouais, les taux ont explosé. On a constaté aussi une différence. Il y a presque 50% d'actes, entre guillemets, qui ont été faits de 2022 par rapport à 2023. Donc, on remarque effectivement qu'il y a moins d'actes qui ont été signés, moins d'opérations immobilières, si je peux dire ça. Et effectivement, la cause, c'est effectivement l'augmentation des taux et le fait qu'on est toujours encore maintenant sur un marché immobilier qui est relativement haut. Les taux actuels, justement, ils tournent autour de combien, Ken? Si tu es un bon courtier, tu peux tourner. J'ai un pote qui vient encore de faire un crédit sur 25 ans pour l'achat de son bien à du 3,32. Okay. Mais si tu n'as pas les bonnes conditions et tout, tu peux monter à du 4,5, 5. En fait, c'est variable en fonction de ton dossier, de tes revenus, des capacités financières. Pour ceux qui n'y connaissent pas, un marché qui fonctionne normalement, le taux, il est à combien? Alors ça, je vais pas dire que c'est impossible de répondre, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens pensent que les taux qu'on a eu récemment, donc quand on était aux alentours de 0,5, 0,9, 1%, etc., c'était des taux normaux, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on est dans un marché où les taux sont en fait relativement normaux. Pour parler pour moi, mes grands-parents, ils ont eu des taux aux alentours de 10, 11, 14%, quoi. Absolument. Moi, quand j'avais des cheveux et que j'étais jeune et beau, alors j'ai commencé en plus ma carrière dans une banque où je faisais du crédit hypothécaire, avoir un taux de 8-9%, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose de plutôt normal. Et un taux, quand ça descendait vers les 6-5, les taux sont bas. Donc il faut aussi se rendre compte que peut-être le cerveau humain tend à considérer des situations exceptionnelles au bout d'un certain temps comme normales. Mais 1%, c'est ça qui était anormal. Alors quel est le message qu'on veut faire passer pour ceux qui nous écoutent? Un taux de 3-4%, on s'inquiète, on attend, ou alors on se dit c'est normal? Non, moi je crois que y a toute une série de choses qui font que les circonstances, il y a aussi un terme que les jeunes ont dû sans doute chercher sur Google ou sur Wikipédia, pour ne pas citer de marque, c'est le mot inflation. Ouais. On ne va pas rentrer dans des grands débats géopolitiques, mais l'Union européenne, donc on peut critiquer, a protégé quand même les citoyens contre une inflation forte, qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait plus de taux de change, il y avait l'euro, etc. Bon, ok, mais aujourd'hui on est à 10% d'inflation, donc les taux d'intérêt doivent suivre d'une certaine façon l'inflation. Donc moi je crois qu'on arrivera, sans vouloir faire le gourou,
plus beaucoup dans des taux qui seront aux alentours de 1%, 1,5%. Et puis, il faut bien se dire que sur des montants, alors sur 20 millions de crédits, une différence de 2%, c'est beaucoup, en termes de cash, d'argent. Sur 200 000 euros, une différence de 1%, 1,5%, ça va encore par mois sur 20 ans ou 25 ans. Donc, il ne faut pas trop paniquer là-dessus. C'est plutôt l'augmentation des prix ou le marché qui est haut qui doit être, à mon avis, à mon avis, plus inquiétant. Et le fait que les banques prêtent parfois maintenant moins que ce qu'elles prêtaient avant. Je te vois faire une petite moue, Anthony. Alors, les gens nous écoutent, mais ils peuvent aussi nous voir sur YouTube. Donc là, moi, je vois ton visage. Tu as un peu tilté sur ce que vient de dire Eric. Bah oui, parce qu'effectivement, il a bien résumé au niveau de la capacité d'emprunt des gens, si tu veux, ça devient effectivement compliqué. On est un peu dans une période pour l'instant où on est un peu un entre-deux. Donc historiquement, si tu veux, en général, quand tu as les taux qui augmentent, le prix de l'immobilier en général diminue un petit peu, ce qui est logique. Tu as une maison à 200 000 euros, elle vaut ce qu'elle vaut. Forcément, un taux plus élevé, mensuellement parlant, ça va te coûter plus cher. Tu vois. Donc du coup, pour pouvoir acheter cette maison, c'est plus compliqué. Et donc ici, on est un peu dans une période un peu floue où l'immobilier entre guillemets n'est pas encore vraiment redescendu, on n'est pas encore vraiment retombé dans une où les gens doivent comprendre qu'à un moment donné l'immobilier doit diminuer. C'est une question d'offre et de demande tout simplement, et donc c'est un peu plus compliqué. On parle des perspectives de 2023, on reviendra aussi sur 2024. On parlait d'inflation. Eric, tu as déjà un peu répondu ou sous-entendu quand même qu'on retourne vers une forme de normalité. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement par rapport au taux par rapport au taux, par exemple, on s'attend à quoi ici pour les prochains mois, pour 2023 déjà? Écoute, par rapport au taux, nous ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une très forte augmentation d'un coup. Donc on est passé vraiment des taux de 1% à des taux aux alentours de 2,80, 3. C'est monté très vite à 3 en fait. Et effectivement, pour le moment, on se stabilise entre, c'est bizarre à dire selon le dossier, et Saken a raison, entre 3, 3,30 et 5 voire 6% en fonction du dossier s'il est bon ou pas, quoi. Ok, je veux acheter en 2023. C'est un projet que j'avais. Je vais à la bancaine. On me propose 3, 4%. J'y vais ou j'attends? Oh, faut y aller. Après, c'est toujours bien de comparer ce qu'un courtier ou l'autre peut te donner. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des grosses différences. Tu vois, si tu gagnes 0,50 sur un crédit, ça fait quand même une grosse différence à la fin de ton remboursement juste en intérêt. Donc ça vaut la peine aujourd'hui de faire jouer la concurrence. À l'époque, quand les taux étaient à 1%, chipoter pour gagner 0,01, ça n'avait pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, tu peux avoir des grosses différences, donc ça vaut la peine de comparer. Ouais. Bon conseil que tu viens de donner. J'essaye de donner que des bons conseils. Mais toujours, Ken, c'est pour ça que tu es là dans cette émission. Donc on peut négocier aujourd'hui et aller chercher une marge plus importante, peut-être qu'à l'époque où c'était 1%, où on se battait pour 0,1, 0,2, 0,3. Là, c'est pour le taux. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Un bon réflexe à avoir peut-être pour ceux qui achètent et qui sont focus sur le taux. Eh bien, c'est de ne pas être focus sur le taux. Voilà. C'est pas uniquement, bien sûr, le taux, c'est une composante importante, mais il y a tous les à côté et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut gagner, par exemple, sur une assurance. Et souvent, le réflexe des banques est de dire, mais je vous fais un bon taux, je vous fais le taux premium, super bon client, famille nombreuse, la totale, mais vous prenez les assurances chez moi et là, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent avec les assurances. Une assurance incendie sur une maison, sur un immeuble d'une certaine taille, ça coûte de l'argent par an. Eh bien là, il y a moyen de gagner. Et si on regarde l'économie qu'on peut faire, eh bien parfois, on se rend compte que ça représente, si on avait négocié le taux, ça représente quelques points de pourcent, 0,20, 0,30. Donc c'est toujours une question, et dans l'immobilier plus que jamais, une question de vision globale. C'est pas juste quel est mon taux, quel est le prix de la maison, c'est quels sont les frais à côté, est-ce qu'il y a des travaux, l'assurance, etc. Donc le conseil, je pense qu'il faut donner à tout un chacun qui souhaite faire une opération immobilière, c'est d'avoir un plan au niveau global, de regarder un peu tous les angles. Autre chose aussi qu'il faut rajouter, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup pour le moment, en tout cas pas partout. Eric parle ici d'une vision globale. Il faut bien aussi, et on parle aussi du rôle du courtier, le rôle de l'agent immobilier aussi aujourd'hui devient vraiment super important. D'un point de vue juridique, ça on l'a déjà dit dans une autre émission, mais d'un point de vue aussi analyse du bien, parce que aujourd'hui, tu as notamment des banques, des organismes qui regardent notamment le PEB aujourd'hui. Donc, tout ce qui est énergétique aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, on remarque dans le marché que aujourd'hui, par exemple, certaines banques obligent par exemple de faire des crédits travaux pour remonter dans ton PEB, sinon ils ne te donnent pas le crédit. Et donc c'est important de savoir ce qu'on achète comme bien et voir un peu si... Mais on parlera dans quelques minutes des tendances justement aussi de 2023, les bons investissements, les bons réflexes à avoir. Donc sur le taux, on a fait le tour rapidement comme aussi sur l'augmentation des matières premières. Vous vous intéressez à l'actualité, est-ce que les augmentations vont continuer ou pas trop? Et donc il faut peut-être se freiner sur des biens qu'il faut rénover parce que le coût des matières premières est trop élevé et risque encore d'augmenter, se focaliser peut-être sur des biens neufs. Non, ça s'est stabilisé ces derniers temps, donc il y a une forte augmentation. Dès qu'il y a eu le début de la guerre, on s'est rendu compte que tout venait d'Ukraine.
Bizarre, mais c'est comme ça. Et donc là, ça s'est calmé. Donc, les prix sont plus hauts qu'avant, mais ça s'est stabilisé, donc pas besoin d'attendre. Et les biens à rénover restent des bonnes opportunités parce qu'ils sont automatiquement moins chers qu'un bien neuf en bon état. Et en plus, tu peux le mettre à ton goût. Donc les deux achats restent très intéressants. On parle des perspectives de 2023, de 2024 au niveau législatif. 2023, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà actées, des mouvements vont se faire Anthony? Par rapport à quoi? Je sais pas, au niveau législatif, au niveau de la loi, le gouvernement a peut-être voté des choses par rapport, moi je sais pas, moi, à des primes, par rapport Les abattements, à des abattements, voilà. Niveau fiscalité Ouais, à effectivement, Bruxelles. Les fiscalités ont évolué dans le bon sens, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ben donc, avant le 1er avril 2023, on avait droit à l'abattement quand on achetait des biens. Son premier bien dans lequel on allait vivre, en dessous de 500 000 euros, on avait droit à un abattement sur les 175 premiers 1000 euros. Depuis le 1er avril, c'est passé à 600 000 et un abattement de 200 000 euros. Et en plus de ça, si on achète un immeuble qui a un mauvais PEB et qu'on parvient à gagner 2 lettres, on gagne encore 25 000 euros par lettre. Donc cet abattement est de plus en plus intéressant à Bruxelles. On va parler du certificat PEB puisqu'en Flandre il y a aussi du mouvement. 2 secondes rapidement, parce que tu es notre monsieur dictionnaire dans cette émission. Question bête, l'abattement, vraiment pour ceux qui sont vraiment au niveau 0, l'abattement c'est quoi exactement? L'abattement, c'est simplement une réduction, si je peux dire ça. C'est comme si on te faisait une réduction de... Tu ne payes pas de droit jusqu'à justement 175 ou 200 000 maintenant à Bruxelles, c'est ça? 200 000. C'est Le ça. gain est de 25 000 euros. C'est ça. Ok, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Par rapport au certificat PEB, par rapport à l'obligation en Flandre de rénover, vous savez quelque chose? Flandre, moi je connais bien parce que je suis spécialisé sur Bruxelles, mais je sais pas si toi tu veux donner. Visiblement, PEB D minimum pour la Flandre. Alors, à terme, de toute façon, on est dans la magnifique Belgique, donc beaucoup de régions, beaucoup de communautés et donc beaucoup de lois différentes. Les Flamands sont un tout petit peu plus stricts sur l'obligation de rénover des biens à partir d'un certain moment, encore un peu de temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un PEB B à Bruxelles n'est pas un PEB B en Flandre. Donc B en Flandre, c'est pas terrible. C'est moins bien que Bruxelles. Pour aller même plus loin que ça, 2 certificateurs PEB au même endroit peuvent te donner un PEB complètement différent, même dans la même région, tu vois. J'ai pu voir à Paris, par exemple, que si on est propriétaire d'un bâtiment avec un certificat PEB qui est vraiment mauvais, on ne peut plus louer. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en Belgique aussi? Alors moi, je m'engage, on va dire que je prends des risques. Avec ton équipe, tu t'y engages? Exactement. Non, mais j'ai dit déjà, il y a un certain temps, et je le dis et je le redis, plusieurs choses. 1, je pense que les loyers vont finir par être taxés autrement que par le précompte immobilier. 2, je dis qu'on va sans doute avoir des droits d'enregistrement sur les achats de biens en fonction du PEB qui vont être un peu plus élevés si le PEB est mauvais et un peu plus. 3, qu'au niveau de la location, et c'est déjà le cas, on ne peut plus indexer le loyer si le PEB est très mauvais et on ne peut l'indexer qu'à 50% s'il n'est pas très bon. Il est moyen. Et on peut l'indexer à partir d'un bon PEB. Donc, clairement, je pense que on va dire, les incitants ou les pénalités par rapport à un mauvais PEB ou les incitants par rapport à un bon vont continuer, ça va continuer dans ce sens. Ce n'est plus Eric Spitzer qu'on a ici sur le plateau, c'est Dominique Lehmann, le voyant des agents immobiliers. Bon, on continue à parler des perspectives. J'ai des références intellectuelles incroyables. Bon, est-ce qu'on s'intéresserait pas un peu aux tendances, que le temps avance très très vite? Quelles sont les tendances de 2023? On a fait un petit focus sur les biens justement qui étaient top au niveau certificat PEB. Quelles sont les tendances là intéressantes? Moi, je vais te parler spécifiquement de Bruxelles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en disent tiens, les prix vont baisser et tout, mais je ne crois pas du tout. Parce qu'à Bruxelles, plus de la moitié du marché immobilier est détenu par des investisseurs et eux, ils vendent qu'avec une plus-value. Donc, ils ne vendent que si l'opportunité se présente. Ils ne sont pas vendeurs à un mauvais prix. Une autre partie du patrimoine immobilier à Bruxelles est détenue par des gens qui y vivent. Donc moi, je vends ma maison. Si j'ai une superbe offre, quelqu'un qui vient sonner chez moi, je dis tiens, ta maison, t'en veux combien? Je te donne le double. Ils vendent, mais sinon, ils ne déménagent pas, tu vois. Et le reste qui peut un peu jouer sur les prix, c'est des gens qui divorcent. Un décès, une succession, il faut vendre rapidement pour payer des droits. Mais ça a toujours été le cas. Ces gens-là ont toujours un petit peu offert des opportunités intéressantes sur les prix, mais ils n'impactent pas le prix général. Donc une baisse des prix, non. Une stabilité des prix, oui, mais on a encore vu une augmentation ici en début d'année de 0,9%, 1% sur Bruxelles. Donc les prix continuent de monter, moins vite qu'avant, mais en réalité, on restabilise un prix qui, pendant le Covid, avait augmenté beaucoup trop vite et on revient à une stabilité, un marché beaucoup plus sain, plus normal. Eric, sur ta plateforme, tu observes quoi?
Sur ma plateforme, je n'observe rien de spécial parce qu'on n'a pas la data de manière régulière de l'augmentation des prix. Et puis, nous, on est un média, ce qui veut dire qu'on sait le prix qu'on demande, on ne sait pas le prix auquel le bien se signe in fine. Et là, il y a une grosse différence, évidemment. Celui qui est le dépositaire de ça, c'est évidemment le notaire et uniquement lui. Mais je suis d'accord avec ce que dit Ken, c'est-à-dire qu'on s'attendait même, parfois, on a entendu le terme de crack immobilier, à la subprime en 2008. On n'est pas du tout d'abord, on n'est pas dans les conditions du crack immobilier de 2008 aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. C'était vraiment des raisons spécifiques. Et deux, on s'attendait effectivement à une diminution des prix qu'on ne voit pas. Je suis tout à fait d'accord. On voit une stabilisation et on voit aussi une stabilisation parce que, comme je l'ai dit, comme on l'a dit il y a un quart d'heure, le marché retombe un peu sur ses pattes et redevient normal. C'est-à-dire qu'avant, on était même le premier à avoir un bien en disant « Ok, j'achète » et on pouvait parfois recevoir un coup de fil une semaine plus tard en disant « Il y a quelqu'un qui met 10 000 de plus, 15 000 de plus ». Aujourd'hui, l'acheteur a un peu plus de pouvoir. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire que maintenant, tout d'un coup, le bien qui est annoncé à 300 000 € sur une plateforme immobilière ou peu importe où, va tout d'un coup se négocier à 250, ça c'est pas vrai. Donc on va sans doute avoir peut-être, en fonction de l'effet d'urgence, du besoin, etc., de la situation, une capacité à négocier un petit peu, mais ça va être limité. Ok, des prix stables, hein. On répète aussi de temps en temps dans cette émission les choses pour que les gens comprennent bien. Il faut vraiment penser à tout le monde, à ceux qui n'y connaissent rien. Des prix stables, ça veut dire quoi pour celui qui veut acheter? Ça veut dire j'achète, j'attends? Ça veut dire quoi? Écoute, mettez-vous dans la peau d'un acheteur pour celui qui veut habiter. Celui qui pas veut forcément acheter, un investisseur. Non, celui qui veut acheter, celui qui n'est pas propriétaire, il faut qu'il achète dès qu'il peut le faire. Prix stable, ça veut pas dire j'attends. Non, ça veut pas dire j'attends. Okay. L'immobilier reste hyper intéressant, surtout qu'aujourd'hui l'inflation, elle est importante en Belgique. Les taux sont en dessous de l'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui, je crois qu'elle est redescendue un tout petit peu aux alentours des 7-8%. Mais les taux, même si tu fais ton crédit à 4%, ils restent en dessous de l'inflation. Et si tu as des sous à la banque qui perdent en fait de la valeur chaque année. Imagine, tu as 100 000, l'année d'après, ça devrait valoir 108 000. Si tu ne l'as pas investi, tu as perdu 8 000 €. Donc acheter de l'immobilier, ça reste hyper intéressant parce que de toute façon, tu dois te loger. Les crédits restent plus intéressants que le prix d'un loyer parce qu'aujourd'hui, les loyers ont fort augmenté parce que comme il y a des gens qui ont moins la capacité d'acheter, il y a plus de demandeurs de loyers. De location, et donc les prix de la location augmentent aussi. Donc dès que vous pouvez acheter, il faut le faire. Ok, tendance 2023, stabilité des prix, les biens qui sont performants au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe? Il faut observer quoi, regarder quoi? Ça veut dire quoi pour ceux qui veulent acheter? Je pense que pour revenir un peu sur la partie énergétique, on constate vraiment que le marché a tendance aussi à vouloir faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle en tout cas à différents agents immobiliers, et qu'elle va peut-être pouvoir confirmer ou pas, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui avait par exemple prévu de faire une piscine dans son jardin, au lieu de faire une piscine, il va plutôt mettre une pompe à chaleur, tu vois, il va plutôt mettre, j'en sais rien, parce qu'ils ont peur qu'un jour l'électricité revienne vraiment très très cher, et deux, effectivement, ils veulent donner de la plus-value au bien aujourd'hui, et aujourd'hui, tu as une plus-value qui sera plus importante avec un meilleur certificat PEB qu'avec une piscine dans ton jardin, par exemple. Vu le contexte aussi du coût de la vie qui augmente, on parle beaucoup du co-living. Vraie tendance en 2023? Je suis pas persuadé. Je pense que c'est plus... D'abord, on peut arriver encore à Bruxelles par rapport aux grandes capitales européennes, Londres, Paris, Berlin, etc. On peut arriver à se loger dans un appartement où on vit seul. Il y a quelques entreprises qui font du co-living, mais nous, on ne constate pas, par exemple, en termes de nombre d'annonces, on ne constate pas une explosion des propositions de co-living. Ça, non. C'est une méthode, c'est une façon sympa d'habiter, c'est plutôt a way of life, c'est une façon de vivre avec, en copropriété, en colocation, pardon. Mais une vraie tendance qui résulte des évolutions du marché, je ne suis pas convaincu. On a fait le tour des grosses tendances. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on aborde quand même un peu la partie location sur les tendances 2023? Non, c'est important de savoir aussi qu'à Bruxelles, parce que moi je ne travaille que sur Bruxelles, les gens ont les moyens. Tu vois, l'air de rien, on entend les médias qui se plaignent et tout, mais quand tu mets un bien à 1 million, 1,2 million, 1,3 million, il y a 20, 30 personnes qui viennent visiter les biens. Donc à Bruxelles, les gens qui ont les moyens, il y en a plein. Donc j'ai pas du tout d'inquiétude pour le marché immobilier bruxellois. Je nuancerai un petit peu. C'est vrai qu'il y a de l'argent, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ma crainte, on va dire, à titre personnel, c'est plus... D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Est-ce qu'il faut acheter? Oui, il faut acheter. Pour moi, louer revient à exécuter 3 exercices. On ouvre une fenêtre, on jette de l'argent, on ferme la fenêtre. Donc, chaque fois qu'on achète, tous les mois, quelque part, on s'enrichit.
son patrimoine augmente puisqu'on a un peu remboursé son crédit et ton bien a pris quelques points de pourcent de valeur. Donc, acheter, c'est bien. Il faut acheter si on a l'opportunité de le faire. Après, la première chose qu'il faut faire travailler, c'est son bon sens. Est-ce que je ne me vois pas trop beau dans une opération ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je m'y vois ? Est-ce que je m'y projette ? Après, c'est vrai que pour les biens d'une certaine valeur, il y a de l'argent, il y a de la demande. C'est plutôt pour les jeunes, la classe moyenne. Là, je pense que les choses sont quand même un tout petit peu plus compliquées. Et c'est clair que quand on voit aussi la façon dont les banques durcissent un peu le jeu au niveau de... on en a parlé, vous en avez parlé dans d'autres émissions, des quotités. Eh ben là, il y a peut-être un vrai problème au niveau des biens un peu moins premium. Je rebondis 2 secondes sur ce que dit Eric pour quand même inviter ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller sur la chaîne YouTube et voir toutes les émissions qu'on a déjà faites. Il y en a notamment une sur être jeune et propriétaire. Donc allez voir, on partage énormément de bons conseils aussi dans cet épisode-là. Juste pour compléter effectivement ce que Eric dit aussi, il y a au niveau du durcissement des banques, parce qu'on n'en a pas parlé dans d'autres épisodes, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, vu que certaines banques, comme je disais tout à l'heure, obligent à faire des travaux, mais en fait ils obligent à faire des travaux uniquement pour augmenter la performance énergétique. Et donc des fois ce qui est un peu traite, c'est qu'avant on pouvait faire un budget de travaux entre guillemets pour embellir la maison, pour faire des petits trucs, pour faire des trucs sympas, etc. Aujourd'hui en fait on prend un budget de travaux pour les performances énergétiques et en plus on doit emprunter pour justement remettre la maison à son goût, quoi. En effet, mettre un panneau d'isolant, ça rend pas la maison beaucoup plus jolie. Pas trop, non. Petit point d'attention quand on fait le budget, c'est important Anthony, merci de le rappeler. La location, je pensais pas forcément uniquement à louer, mais aussi à ceux qui achètent pour louer. Les tendances au niveau des prix aujourd'hui. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les locations ont bien augmenté, en tout cas toujours à Bruxelles. Aujourd'hui, un appartement 2 chambres propre, tu tournes aux alentours des 1100, 1200 euros, où que tu sois à Bruxelles, tu vois. Les locations plus basses que ça, c'est que tu mets à disposition de tes locataires quelque chose qui n'est pas en bon état, en tout cas pas frais. Mais si tu fais petite salle de bain, petite cuisine sympa et tout, pour un 2 chambres, tu montes très vite dans les prix. Donc les locations pour les propriétaires, investisseurs, deviennent très intéressants à Bruxelles. Quelque chose à rajouter par rapport à la location ? Toujours la même chose, bien faire attention effectivement, bien que tu achètes. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient, je trouve, c'est pas plus compliqué, il faut être plus éduqué qu'avant, je trouve, pour dénicher la bonne affaire, pour bien comprendre justement s'il n'y a pas des travaux énergétiques à faire qui seront obligatoires. Enfin, en fait, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte aujourd'hui par rapport au passé, tout simplement. On a parlé d'acheter, on a parlé de louer. Il faut qu'on parle 2 secondes de vendre. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de justement, vu le contexte, vu tout ce qu'on vient de dire déjà aussi dans cette émission, est-ce que vendre aujourd'hui, c'est malin ? Ça dépend de ta situation. Ça dépend de ton projet, ouais. Parlons d'un cas concret, par exemple, j'ai une amie qui a un appartement, Gansoren, une chambre. Elle se pose la question justement de vendre pour peut-être se faire un peu d'argent et acheter un bien peut-être plus important. C'est malin de vendre maintenant ou vaut mieux attendre ? Parce que... Tu as regardé l'autre vidéo qu'on a tournée avec Je l'ai même animé, je pense. Mais tu sais, les gens parfois tombent sur cette vidéo sans voir les précédentes, donc je fais celui qui n'a pas vu les précédentes. Merci Anthony. Ça dépend des vies, chacun a son projet. Ouais. Ici, il faut voir quel est l'état de la copropriété. Tu vois, c'est un appartement dans un immeuble. Et ça, on a de la chance, dans des grosses copros, les syndics sont conscients des problèmes énergétiques et donc ils imposent pas, mais dans toutes les AG, on parle de changer la chaudière, d'isoler la toiture. Et donc, il y a des travaux qui sont prévus. Et comme c'est en groupe, c'est beaucoup moins cher que de le faire soi-même. Donc, dans beaucoup de copros à Bruxelles, le PEB est en train de s'améliorer. Donc là aussi, elle doit voir est-ce que les travaux ont déjà été faits ou pas. Et est-ce qu'elle veut vendre pour acheter autre chose ou est-ce qu'elle veut vendre pour investir ? Parce que si elle a déjà remboursé une grosse partie de son capital, peut-être qu'elle peut utiliser sa tranche déjà remboursée pour acheter un autre bien et faire un deuxième investissement. Et donc elle n'a pas besoin forcément de vendre son bien. C'est vrai que quand je pose ces questions-là, parfois c'est aussi juste pour se mettre dans la peau finalement de celui qui se pose la question de vendre et qui ne sait pas par où commencer, comment réfléchir, quelles sont les questions qui doivent se poser. Donc merci pour ces quelques questions que tu vas nous partager. Oui, moi je vais dans le même sens. C'est une question de nouveau de vision globale et de projet. D'accord. Vendre pour avoir de l'argent qui dort sur un compte qui va peut-être aujourd'hui rapporter 1% alors que l'inflation va être 5, 6, 7, 8, c'est pas un bon plan. Par contre, et deuxième chose, l'immobilier, c'est pas le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pic où on se dit là maintenant je dois vendre et je fais une opération miraculeuse et c'est une fois dans la vie que je pourrais la faire. Donc on n'est pas là-dessus. Par contre, effectivement, c'est vrai que si, et j'en parle pour un cas que j'ai eu à titre personnel, si on commence à se dire, bon, là, la façade, va falloir l'isoler dans une copropriété, c'est combien ? 150 000 €. Mais bon, il y a 20 copropriétaires. Mais dans les 20,
pas tout le monde a les sous pour mettre la provision, parce qu'il faut provisionner ça, il faut mettre des sous en plus. Le toit, etc. La copropriété qui s'entend pas, hein, on sait bien que les copropriétés, on a tout et son contraire. Là, il faut réfléchir effectivement à une opportunité ou à une éventualité de vendre. Mais je ne pense pas qu'on doive se dire, aujourd'hui en 2023, on a eu une telle hausse que c'est vraiment l'occasion ou jamais de vendre. Je ne pense pas qu'on est là-dessus. Merci Eric. Et on va devoir déjà tout doucement terminer déjà parce que je vois que le temps avance et on a un chroniqueur qui doit foncer, qui doit rentrer chez lui pour faire de belles affaires et je voudrais pas qu'il perde de l'argent à cause de moi, à cause de nous. Rapidement, pour tout doucement clôturer, on a beaucoup parlé de 2023. Est-ce que ça a du sens de déjà peut-être se projeter sur 2024 ou c'est trop tôt? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en évidence par rapport à 2024? Non, mais comme je te dis, les prix de l'immobilier vont continuer à monter. Comme tu as dit, par rapport à Londres, Paris, Barcelone, on est encore loin de ces prix-là. Donc à Bruxelles, il n'y a pas d'inquiétude. Après, les médias, c'est bien, ils aiment toujours faire des gros titres et inquiéter les gens plus que ce qu'il en est vraiment. Et en réalité, pas de souci. Acheter de l'immobilier, il faut le faire directement. Là où je te rejoins par rapport au Bitcoin, c'est que l'immobilier, c'est stable. Et donc tu prends de la plus-value tout le temps, quelle que soit la date à laquelle tu as acheté, tu vas faire ta plus-value. La seule différence, c'est que c'est peu liquide. Donc imagine, tu mets 100 000 dans un bien immobilier, tu as besoin de 5 000, tu dois tout revendre. Dans le Bitcoin, tu mets 100 000 dedans, tu as besoin de 5 000, tu revends 5 000. Ça, c'est la différence entre la bourse Bitcoin et l'immobilier. Mais l'immobilier reste l'achat le plus stable et le plus rentable si tu enlèves ce petit point de liquidité. Et puis l'immobilier, hein, c'est le syndrome TINA, n'est-ce pas? There is no alternative. C'est-à-dire que pour un bon père de famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer son argent sur un compte d'épargne à 0,5 à 1%. Il va acheter du Bitcoin ou aller à la bourse et il risque de perdre. Attention, Apple vient d'annoncer qu'ils ouvrent des comptes épargne avec un taux à 4,5%. Oui, mais c'est Apple. C'est Apple, on est d'accord. Mais voilà. Il y a quelque chose là derrière. Ok, Madame Irma est de retour. On va faire un dernier tour de table parce que vraiment le temps avance. Alors on va terminer avec une question qui est vraiment simple. On a déjà finalement répondu à cette question, mais finalement, est-ce qu'en 2023, est-ce que c'est une bonne année pour acheter? On a déjà répondu, hein, mais c'est pour clôturer cette émission. 2023, une bonne année pour acheter? Oui, il faut acheter. Définitivement oui. Un grand oui. Oui. Magnifique. Eric? Quelle que soit l'année. Comme les autres années, oui, mais judicieusement, en réfléchissant bien. Oui, en connaissant bien tous les paramètres. Je pense qu'on a fait le tour, non? Et qu'on a, je pense, répondu à cette question de faut-il acheter en 2023? Est-ce que c'est une bonne année? Merci les amis d'être venus dans cette émission. Merci Eric de nous avoir fait l'honneur de ta présence. On le rappelle, tu es le directeur d'Immovlant, une chouette petite plateforme sur laquelle on peut aller. On doit se balader. Évidemment, allez-y, vous devez aller sur Immovlant. Allez sur Immovlant. Le message est passé. Bon, vous qui nous avez écoutés, qui nous avez regardé, plein d'autres épisodes sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube principalement, toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toutes ces plateformes-là sont incroyables. Immovlant bientôt, on la mettra en ligne. On sera certainement bientôt sur immovlant.be et on vous donne évidemment rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Et on remercie encore une fois nos partenaires, sans qui tout ça ne serait pas possible. On remercie Eloya et PNV. Merci beaucoup Anthony, à très bientôt.